Bonjour et bienvenue à notre webinaire sur le thème Faire des bonnes choses qui restent, le droit successoral et le testament. Je me présente, mon nom est Valérie Kraft, je suis directrice de la Ligue suisse contre le rhumatisme et j'ai le plaisir de vous accueillir également au nom de la Ligue valaisanne contre le rhumatisme qui nous soutient pour ce webinaire aujourd'hui. Avant de passer à la présentation de Monsieur Michel Moser, quelques informations techniques. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser par écrit dans le chat, la fonction chat que vous trouvez au bas de votre écran. Et nous essayerons à la fin de l'exposé de répondre à un maximum de questions. Pour votre information, le webinaire est enregistré et il sera disponible sur notre site web à partir de la semaine prochaine, donc sous www.liguerhumatisme.ch. Et voici le programme. Donc, après quelques mots d'introduction et une courte présentation de la Ligue suisse contre le rhumatisme, le professeur Michel Moser vous présentera quelques éléments importants du droit successoral et testament. Ensuite, nous aurons une séance questions-réponses et nous terminerons au plus tard vers 18h30. La Ligue suisse contre le rhumatisme, un bref portrait. Nous sommes une organisation, une association à but non lucratif avec le label de qualité Zévo. L'organisation fêtière a été fondée en 1958, à l'époque par 5 ligues cantonales qui existaient déjà avant l'organisation fêtière. Et aujourd'hui, l'organisation compte 17 ligues cantonales et régionales, ainsi que 6 organisations nationales de patients. Au total, dans toutes ces organisations, il y a environ 100 collaborateurs et collaboratrices. L'organisation fêtière en compte à peu près 30. Et toutes ces organisations comptent environ 25 000 membres. La Ligue suisse contre le rhumatisme s'occupe de quelques 2 millions de personnes atteintes et ces 2 millions sont vraiment une large population qui est atteinte de maladies dégénératives comme l'arthrose, de maladies inflammatoires comme la polyarthrite, d'ostéoporose, de mal de dos ou de rhumatisme des parties molles. Au total, on parle d'environ plus de 200 maladies. Les symptômes communs de toutes ces maladies sont les douleurs et une perte de mobilité. Et ce qu'on sait peut-être un petit peu moins, c'est que les rhumatismes peuvent toucher tous les groupes d'âge, également les enfants. On pense qu'à peu près 1 à 2 enfants sur 1000 sont atteints d'arthrite, surtout d'arthrite juvénile. Les principales prestations de la Ligue suisse et de la Ligue valaisanne en particulier et d'autres ligues cantonales, régionales et des organisations de patients sont l'information par environ une 50aine de brochures qui sont disponibles en 3 langues, par un site web où vous trouvez tout un tas d'informations sur différents aspects de ces différentes maladies, par des manifestations publiques comme la semaine d'action, par l'accompagnement, par des conseils spécialisés, par des health professionals, donc des physiothérapeutes, ergothérapeutes ou soignants qui sont à disposition par téléphone ou par email, et surtout les ligues cantonales par des cours d'activité physique, donc pour améliorer la mobilité. Là, vous pouvez également vous renseigner sur le site web de la Ligue suisse contre le rhumatisme. Le financement de l'organisation, vous voyez dans le bas de la slide, à peu près 20% sont financés par les pouvoirs publics, d'une part par l'OFAS et l'OFSP, et en partie également par les cantons et les communes, mais cela varie évidemment beaucoup par canton. Chaque canton a ses réglementations particulières. À part ça, l'organisation se finance par des revenus des prestations, par le sponsoring, par des fondations qui soutiennent spécifiquement des projets, divers projets, par exemple les publications, par des activités de collecte de fonds comme les mailings de donations et également par des legs ou par des testaments. Voilà, et maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter une petite vidéo qu'on a réalisée d'une part avec Heidi Maria Glössner, qui est une actrice peut-être un peu plus connue en Suisse allemande, et une personne atteinte de maladie rhumatisme. Je suis reconnaissante d'avoir la vie que j'ai. J'aimerais donc transmettre quelque chose aux autres. Comme le rhumatisme a longtemps été présent dans ma famille, je souhaite soutenir la Ligue suisse contre le rhumatisme.
En Suisse, le rhumatisme complique la vie de 2 millions de personnes et j'en fais partie. La Ligue est importante car elle conseille et accompagne les personnes atteintes. Voilà, maintenant j'ai le plaisir de passer la parole à Monsieur Michel Moser, qui est notaire à Bulle, qui nous soutient pas pour la première fois. Merci beaucoup de nous soutenir ou de présenter également ce soir ce thème important. Vous êtes professeur titulaire à la faculté de droit de Fribourg et justement, comme je viens de le dire, notaire à Bulle. Merci beaucoup, je vous passe volontiers la parole. Voilà, merci beaucoup, madame. Merci de m'avoir associé à ce webinaire d'aujourd'hui. C'est pour moi un plaisir de pouvoir effectivement partager certaines réflexions en relation avec la possibilité, l'opportunité, la nécessité même d'établir des dispositions pour cause de mort, donc de faire un testament ou un pacte successoral. Et je vous propose de le faire ici en prenant le schéma suivant. J'essaye de faire avancer, mais je ne sais pas si ça... Voilà. Alors, le plan suivant. Donc, tout d'abord, on va commencer par parler du contexte dans lequel on se trouve. C'est celui de la planification successorale. Ensuite, on va examiner quelle est la démarche qui est liée à l'établissement de ces dispositions pour cause de mort. Et puis, ensuite, on va prendre la question de la forme des dispositions pour cause de mort. Décidément, ça ne marche pas tout à fait bien pour moi. Voilà. La forme des dispositions pour cause de mort. Ensuite, on va examiner les limites qui sont apportées à la possibilité de pouvoir tester pour cause de mort. Et puis, la question ensuite de la particularité de la succession d'une personne qui est mariée. Et enfin, les modes de disposer. Et je vais faire quelques considérations à la fin sur la succession numérique. Je vais également profiter de cette présentation pour parler de certaines conséquences fiscales de ces dispositions pour cause de mort. On commence par la première partie, donc le contexte, qui est celui de la planification successorale. On se place pour cela dans la perspective d'une succession future, c'est-à-dire la perspective d'un décès qui va intervenir. On ne sait pas quand, on ne sait pas où, mais on sait que ça va un jour se passer. L'idée, c'est qu'on envisage d'emblée de voir quels sont les effets de cette situation, en tenant compte également du fait que certains éléments sont inconnus. On pense, par exemple, à la date, encore une fois, à laquelle ça peut intervenir, et puis au fait que dans l'intervalle, on peut se trouver dans une situation où des modifications interviendront, soit dans la situation personnelle ou dans la situation patrimoniale de la personne concernée. Des modifications dans la situation personnelle, dans le sens que on peut se trouver dans une situation où elle sera mariée, où son conjoint sera éventuellement prédécédé, elle aura ou elle n'aura pas des enfants. Dans la situation patrimoniale, sa situation peut être plus avantageuse, elle peut aussi se péjorer entre le moment où la question se pose et le moment où les effets se déploient. Et tout ça, il faudra effectivement le faire, ce qui suppose, comme cette image l'indique, une certaine capacité d'abstraction et d'adaptation
et dans la solution qu'il s'agit de donner. Ces dispositions pour cause de mort, prises donc dans la perspective du décès, ne sont pas les seuls instruments qui sont à notre disposition. Et il faut aussi avoir à l'esprit qu'on peut le faire par d'autres moyens, qui les premiers sont les actes entre vifs. Les actes entre vifs, c'est donc des dispositions qui ont leurs effets, qui déploient leurs effets immédiatement. C'est par exemple des actes d'abandon du bien que l'on ferait en faveur de l'un ou l'autre de ses enfants. On cède par exemple tout de suite la maison à ses enfants parce qu'on veut d'emblée en régler le sort avant même que la succession s'ouvre. Et c'est une formule qui généralement est assez favorable parce qu'elle permet, par exemple, à un enfant d'acquérir d'emblée la propriété d'un immeuble, immeuble sur lequel il pourrait faire des travaux d'investissement, par exemple, que le propriétaire actuel ne veut plus faire. Et ça permet aussi de d'emblée sceller le sort de cet immeuble au décès. On n'a plus besoin d'en reparler. Ces actes entre vifs doivent être faits de façon attentive, notamment parce que les libéralités, c'est-à-dire les donations que ces actes pourraient comprendre, doivent être prises en compte dans la succession sous forme de ce qu'on appelle le rapport successoral. Ça consiste à ajouter à la masse à partager entre les héritiers le montant des libéralités qui ont été faites pour ensuite les imputer sur la part de celui qui a reçu quelque chose. On a ensuite la possibilité de faire des contrats de mariage, ça vaut pour les personnes mariées, et dans la perspective du décès du prémourant, ces contrats de mariage modifient le régime matrimonial et, par exemple, peuvent être utiles pour pouvoir favoriser le conjoint survivant. On pense en particulier, on le reviendra tout à l'heure, on pense en particulier, s'agissant du régime ordinaire, à un partage conventionnel du bénéfice des acquis, on le verra, voire à la conclusion d'un contrat de communauté de biens dans certains cas. Et puis, il y a aussi la possibilité qu'il faut avoir à l'esprit de conclure des assurances. On pense à des assurances, par exemple, risque pur, qui permettent aux conjoints survivants de pouvoir, par exemple, amortir une dette hypothécaire pour pouvoir conserver la maison familiale. La démarche, elle est la suivante. La loi contient une réglementation applicable par défaut, c'est-à-dire elle règle déjà la question pour toutes les personnes qui n'ont pas pris de disposition pour cause de mort. Et à ce titre-là, la démarche, la méthode consiste tout d'abord à analyser la situation légale et son application au cas qui se pose à nous. Et là, de deux choses l'une. Ou bien cette solution légale est en adéquation avec la volonté des parties. En d'autres termes, ce que la loi prévoit correspond à ce que les parties veulent. Et dans ce cas, il n'y a en soi rien à faire. La solution légale permet effectivement d'atteindre le but qui est fait. On laissera la loi s'appliquer le moment venu. Mais si au contraire la loi ne répond pas à la volonté des parties, dans ce cas, il faut effectivement prendre des dispositions pour cause de mort, c'est-à-dire prendre des mesures, des dispositions qui s'écartent de la loi et qui permettront en principe d'atteindre les buts que se fixent les personnes en question. Ces dispositions pour cause de mort peuvent prendre deux formes. On a tout d'abord la forme du testament. Le testament, c'est une disposition unilatérale, c'est-à-dire que le testateur va, dans un testament, prendre des dispositions, décider du sort de sa succession, tout en étant conscient que c'est un acte unilatéral sur lequel il peut revenir sans autres, sans qu'il ait besoin de le dire à un tiers, c'est librement révocable en tout temps. Ça donc permet une certaine souplesse dans la définition du sort de sa succession et ça permet d'adapter aussi la volonté à l'évolution des
l'évolution personnelle, l'évolution patrimoniale. On pense à une séparation, on pense à une liaison qui se ferait, on pense à la possibilité de pouvoir donner plus, donner moins à certaines institutions, par exemple. Encore une fois, une totale liberté. À ce pacte, au testament, on oppose le pacte successoral qui, lui, est un contrat pour cause de mort, dans le sens que la personne dont la succession est en cause va se lier sur le sort de cette succession et on distingue deux formes de pacte successoral. La forme tout d'abord du pacte d'attribution et ensuite la forme du pacte de renonciation. Le pacte d'attribution, c'est celui dans lequel la personne en question, le disposant, se lie à l'égard de son co-contractant pour lui conférer un avantage successoral. Il l'institue comme héritier, il lui lègue un certain montant et ça peut se faire en faveur du co-contractant ou d'un tiers. En se liant, il admet qu'il ne peut pas, en principe, revenir sur cette faveur successorale sans l'accord de l'autre, puisque c'est un contrat. Dans le pacte de renonciation, on a une partie qui, en principe, est un héritier réservataire, on le verra tout à l'heure, qui lui renonce à la succession de l'autre partie. Par exemple, on peut imaginer, dans le cadre d'une succession où il y a des enfants communs et des enfants non communs, que des enfants d'un premier lit soient désintéressés maintenant et qu'ils renoncent dès lors à la succession de leur père ou de leur mère, ceux-ci pouvant alors disposer en faveur des enfants d'un second lit. On aura, ce faisant, résolu en quelque sorte la question du désintéressement des enfants non communs. Ça, c'est un pacte de renonciation qui aussi ne peut être modifié qu'en accord avec les parties. Mais dans le cadre de la confection de ces dispositions pour cause de mort, il faut savoir qu'en droit suisse, comme dans les droits continentaux, on est limité et dans la possibilité de disposer. La principale limitation consiste dans l'existence des réserves successorales. Réserves, ce sont les parts dont certains héritiers ne peuvent pas être privés. La réglementation sur cette question a subi une modification entrée en vigueur le 1er janvier de cette année. C'était la loi du 18 décembre 2020. Et dans cette nouvelle, le législateur fédéral a réduit la part réservataire des descendants et a supprimé la réserve des pères et mères telle qu'on la connaissait avant. Pour prendre un cas et l'illustrer ce propos, si vous avez la personne dont la succession est en cause, décès, c'est X, cette personne est mariée, elle laisse un conjoint survivant et 2 enfants. Dans ce cas, la succession légale est répartie entre le conjoint survivant une demi et les 2 enfants chacun un quart. Conjoint survivant et descendants sont au bénéfice d'une réserve, donc une part dont on peut parler privée, et la réserve est toujours calculée sur la part légale. Elle est d'une demi de la part légale. Avant, c'était 3/8 pour les descendants. Ce qui fait qu'on a une réserve d'un quart pour le conjoint survivant, une réserve de 1/4 pour tous les enfants. La somme des réserves à respecter est ainsi d'une demi. La quotité disponible, ce qu'on voit sur la gauche, est d'une demi. C'est-à-dire que le disposant a la possibilité de pouvoir régler sa succession, disposer librement d'une demi, mais s'il allait excéder cette demi, par exemple, on pense à une personne qui aurait des enfants avec lesquels elle ne s'entend pas et qui décide d'instituer son épouse comme seule héritière. Là, il lèse la réserve des enfants, puisque eux auraient droit à cette réserve d'un quart. Et ces enfants-là, seulement au moment de l'ouverture de la succession,
donc au moment du décès du père, auront la faculté d'attaquer le testament pour le motif que leur père les a écartés, les a privés de cette part successorale réservataire. C'est ce qu'on appelle l'action en réduction. Il faut être attentif au fait que les libéralités entre vifs, dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire les donations qui ont été faites du vivant, entrent également dans le calcul des réserves. Mais c'est assez compliqué. Quand la succession est celle d'une personne mariée, il faut être attentif au fait que, préalablement à la liquidation de la succession, on a la liquidation du régime matrimonial. Et là, vous le voyez, on a 3 temps. Le premier, c'est celui où les 2 personnes sont en vie, bébé. Le deuxième, c'est celui où une personne mariée est en vie et l'autre est décédée. Et le troisième temps, c'est celui où les 2 personnes, les 2 conjoints sont décédés. Et quand les 2 personnes sont en vie, il n'y a en principe rien à faire, si ce n'est, juste une parenthèse, qu'il a lieu de relever que depuis 2013, il est possible de faire un mandat pour cause d'inaptitude. Le mandat pour cause d'inaptitude, ce qu'on appelle généralement tutelle privée, consiste dans le fait qu'on désigne une personne qui gérera ses affaires, qui représentera à l'égard des tiers, mais dans la seule hypothèse où on viendrait incapable de discernement. On vit, ce n'est pas un testament, mais on est incapable de discernement. Sous cet angle-là, ça peut se justifier, mais ça n'est pas l'objet du thème d'aujourd'hui, de faire un mandat pour cause d'inaptitude. Le deuxième moment, c'est précisément celui qui sépare le décès du premier du décès du deuxième conjoint. Et la particularité est double. D'une part, c'est que généralement, on ne sait pas lequel des 2 conjoints va partir le premier. Les données statistiques, mais ça ne répond pas toujours à la réalité. Et la deuxième difficulté vient de ce que cette période qui sépare le décès du premier du décès du survivant a une durée qu'on ne connaît pas non plus. Ça peut être court, ça peut être long, ça peut être des décennies. Et pendant cette période, on a une coexistence des droits du conjoint survivant et des enfants. Et puis après, il y a le décès du survivant avec effectivement ses propres héritiers qui entrent en ligne de compte. Ici, il s'agit d'illustrer cette question du décès d'une personne mariée en prenant en compte le régime matrimonial et sa liquidation provoquée par le décès. On se retrouve dans une situation qui est exactement comparable à celle d'un divorce en termes de liquidation du régime matrimonial. Autrement dit, si un des conjoints venait à décéder un jour avant, ou plutôt si les conjoints avaient divorcé un jour avant le décès, ce divorce aurait eu pour effet que chacun des conjoints reprend une partie des biens et ce qu'aurait pris le défunt constitue sa masse successorale et est partagé entre ses héritiers. Cette liquidation du régime matrimonial est une opération donc antérieure à la liquidation de la succession, qui la précède et qui permet aux conjoints survivants de disposer déjà d'une partie du patrimoine des conjoints, et cette fois non pas à titre d'héritier, mais à titre de conjoint. On va l'illustrer. On a ici le régime dit légal, celui un peu de tout le monde, de la participation aux acquis. Dans ce régime, on a 4 masses. En d'autres termes, chacun des biens des conjoints doit être intégré dans une masse, 4 masses qui sont des acquis et des propres. Acquis du mari, acquis de la femme, propre du mari, propre de la femme. Les propres, c'est 2 choses. C'est ce que l'on avait avant de se marier et c'est ce que l'on acquiert gratuitement par la suite, notamment par voie d'héritage. Les acquis, c'est le reste, c'est l'ensemble des biens que l'on acquiert pendant le régime à titre onéreux, c'est-à-dire grâce à son travail. Et l'idée du législateur est que les acquis sont partagés en 2, peu importe qui c'est qui les a alimentés, parce que les contributions à la prospérité du ménage ne prennent pas nécessairement la même forme.
Cela dit, il est juste que chacun, encore une fois, profite de la moitié de ses acquis, ce qui donnerait ici une situation où le conjoint survivant reprend ses biens propres et a droit à la moitié de la somme des acquis. Ici, on a donc, pour l'illustrer, des acquis du mari, des économies réalisées par le mari de 200, des économies réalisées par l'épouse de 400 pendant le mariage grâce au travail. Le mari avait peut-être 100 ou a hérité de 100 pendant le mariage, et puis madame n'a pas de biens propres. Et là, il faut distinguer le prédécès du mari du prédécès de l'épouse. Rapidement, si vous avez le cas du prédécès du mari, l'épouse a droit à la moitié de la somme des acquis, plus ses biens propres, c'est-à-dire ici, on a la moitié de la somme des acquis, c'est 300, plus les biens propres du mari, ça fait 100, ça fait 400 de masse successorale, et puis l'épouse, elle a droit à l'autre moitié des acquis, plus les propres, c'est propre de la femme, c'est 0, 300. Donc ici, déjà, l'épouse a droit à 300 avant même qu'on parle de la succession. Tandis que si c'est le prédécès de l'épouse, dans ce cas, on a une masse successorale correspondante à la moitié de la somme des acquis plus les propres de la femme, ça fait 300. Et à ce titre-là, le conjoint survivant a droit, dans la liquidation du régime matrimonial, à ces 400. Tout ceci pour bien montrer que le régime matrimonial joue un rôle considérable ici en amont de la succession. Il est possible de pouvoir déroger à ces règles ici par, comme on l'a évoqué tout à l'heure, la conclusion d'un contrat de mariage. Et il faut avoir encore une fois à l'esprit que quand on parle du testament ou du pacte successoral, on ne règle que la question et le sort de la masse successorale et non pas de ce qui revient au conjoint à titre de conjoint et non pas à titre d'héritier. Ici donc, on a dans la succession, si monsieur vient prédécéder le 400, donc la succession est répartie entre les enfants et le conjoint survivant. Le conjoint survivant a droit à 200 comme héritier, 300 comme conjoint, et les enfants ont droit à 200. J'en viens à cette question des modes de disposer. Les modes de disposer, c'est la façon, quel est le contenu, de définir le contenu matériel des dispositions pour cause de mort. Et là, il faut avoir à l'esprit que la première distinction à faire est celle qui concerne les héritiers des légataires. Les héritiers, c'est les personnes qui reprennent la place du défunt dans ses droits et ses obligations. Ils acquièrent cette position d'héritier à l'instant même du décès, de par la loi, sans même qu'ils le sachent. Et à ce titre-là, ils profitent des actifs de la succession, c'est-à-dire des biens transmissibles du défunt, et deviennent débiteurs également des dettes. Deux remarques. Tout d'abord, en ce qui concerne les biens, donc les actifs. Les actifs appartiennent à tous les héritiers qui forment la communauté héréditaire, ce qu'on appelle la loirie, et qui est caractérisée principalement par le fait qu'on lui applique un principe d'unanimité. C'est-à-dire que les décisions concernant l'administration et la disposition des biens de loirie ne peuvent être faites que par une décision unanime. Décision unanime, c'est-à-dire que tous les héritiers doivent être d'accord, aussi bien pour administrer, c'est-à-dire mettre en location, réparer, etc., un bien, que pour en disposer, le vendre, le grever, etc. Et ce principe d'unanimité peut effectivement faire difficulté dans le sens qu'on n'a pas toujours cette unanimité, il faut que les héritiers s'entendent. Et c'est pour cela que
législateur a prévu qu'en principe, les héritiers peuvent demander en tout temps le partage. Ils peuvent donc demander à ce que les biens soient répartis entre eux et attribués ou qu'on les vende au besoin si on n'arrive pas à s'entendre. La loi aménage également une règle de partage dite légale en disant que le conjoint survivant peut, en imputation sur sa part, exiger que lui soit attribuée la propriété du logement familial. Donc, si on prend le cas de deux conjoints qui sont propriétaires d'une villa, passablement grevée de dettes hypothécaires, le conjoint survivant peut demander qu'en imputation sur sa part, la propriété de cet immeuble lui soit attribuée, sans même que ça figure dans le testament, mais il doit évidemment désintéresser les enfants. Et là, on retrouve l'idée, par exemple, que la conclusion d'une police d'assurance pourrait être de nature à permettre précisément le désintéressement de ces enfants ou l'amortissement d'une dette hypothécaire de façon à éviter que la maison ne doive être vendue. Deuxième remarque, elle concerne cette fois les passifs successoraux. Et là, les passifs successoraux sont dus dès le moment du décès par tous les héritiers solidairement. La loi prévoit donc une responsabilité solidaire de tous les héritiers, c'est dire que tous ceux-ci répondent de l'intégralité des dettes du défunt, notamment des dettes hypothécaires, mais aussi d'autres dettes qu'il pourrait avoir, et des dettes de la succession, donc provoquées par le décès. Cette situation est évidemment dangereuse. Elle est dangereuse parce que les héritiers peuvent se trouver dans une situation où ils doivent désintéresser les créanciers, chacun répondant solidairement, c'est-à-dire jusqu'à complète satisfaction du créancier, qui peut s'en prendre à chacun des débiteurs, chacun des héritiers, même au-delà des forces de la succession. C'est-à-dire que si on accepte une succession, on peut se retrouver dans une situation où on doit assumer les dettes du défunt, quand bien même on ne les connaîtrait pas, et ce, sur l'intégralité de son patrimoine. C'est la raison pour laquelle la loi a prévu ici la possibilité de répudier la succession lorsqu'elle est obérée, c'est-à-dire lorsqu'on a davantage de dettes que d'actifs. Je le dis parce que c'est une mesure à laquelle il faut vraiment faire attention. Le délai de répudiation est de 3 mois en principe, et il existe aussi, mais il faut le faire valoir dans le mois qui suit le décès, la possibilité de demander un bénéfice d'inventaire. C'est-à-dire ici une mesure par laquelle l'autorité est chargée d'établir un inventaire, de le soumettre aux héritiers, et eux peuvent accepter sous bénéfice d'inventaire, c'est-à-dire seulement avec les dettes inventoriées. Donc, il y a ici une attention qu'il faut porter à cette situation pour les héritiers. Des héritiers, c'est précisément l'importance ici de ce mode de disposer. On distingue les légataires. À nouveau, on a le patrimoine du défunt qui revient de par la loi à ses héritiers, héritiers légaux si on ne fait rien, héritiers institués si on les désigne, mais le légataire ici n'est pas héritier en principe. Il n'acquiert pas les actifs et les passifs de la succession directement, mais il a une créance contre les héritiers lui permettant d'exiger des héritiers qu'ils lui délivrent l'objet du lait. Pour prendre un cas, si, voilà, prenons le cas de votre ligue, si je veux donner 20 000 francs à mon décès à votre ligue, la ligue ne sera pas héritière. Ici, les héritiers, ce sera ma femme et mes enfants. Mais la ligue sera créancière, c'est-à-dire qu'elle a la possibilité d'exiger de mes héritiers qu'ils lui délivrent les 20 000 francs dont on parlait. C'est très important et ça permet bien de distinguer, encore une fois, les héritiers des légataires. On a aussi comme autre mode de disposer la substitution vulgaire. Il faut faire attention au fait qu'il est possible que des personnes que l'on désigne soit comme héritiers, soit comme légataires, viennent prédécéder au défunt.
Par exemple, si je veux donner un certain montant, peut-être moi je ne prendrai pas la Ligue parce que je prends quelqu'un qui est susceptible de décéder. Si je veux désigner un de mes oncles comme légataire de ma voiture ou d'une somme de 10 000 francs, il faut toujours avoir à l'esprit le prédécès du légataire. Et ça se fait sous forme de substitution vulgaire. En principe, on a le bénéfice, la substitution s'ouvre, permet l'attribution des biens à une autre personne que la personne désignée, parce que le prédécès de l'héritier institué conduit à la caducité de l'institution d'héritier, idem pour le lait. Avant de traiter rapidement de la succession numérique, je fais juste encore quelques remarques du point de vue fiscal. Il faut avoir à l'esprit que chaque fois qu'on fait des dispositions pour cause de mort, elles ont des incidences fiscales. Donc, en d'autres termes, on n'a pas de situation dans laquelle l'acte que l'on prévoit, la disposition que l'on prend, serait franche de toute conséquence fiscale. Ça ne veut pas dire qu'il y aura toujours des impôts, mais ça veut dire qu'il faut toujours y réfléchir. Et là, quelques principes. Tout d'abord, celui de la souveraineté fiscale. La souveraineté fiscale, c'est-à-dire la question de savoir qui est compétent pour prélever un impôt. Dans la relation interne en Suisse, c'est-à-dire intercantonale ou intracantonale, mais pas internationale, le principe est que la souveraineté fiscale appartient au domicile, au canton du domicile du défunt. Si donc le défunt est domicilié dans le canton du Valais, c'est le droit valaisan qui détermine les conséquences fiscales successorales de la succession. Et là, c'est en principe indépendamment du lieu de résidence ou lieu de domicile des héritiers. On le voit ici déjà, il n'y a pas de compétences fédérales en matière de droits d'impôts successoraux. Ceux-ci ne sont prélevés que par les cantons. Ce principe de la souveraineté fiscale du dernier domicile du défunt connaît deux exceptions. La première, c'est celui des immeubles qui sont imposés à leur lieu de situation. Pour reprendre le cas de tout à l'heure, si vous avez le dernier domicile du défunt en Valais, mais que notre défunt était propriétaire d'un immeuble dans le canton de Fribourg, c'est le canton de Fribourg qui va taxer, imposer la succession de l'immeuble selon son propre droit. La deuxième exception est liée à la composante internationale. Là, il faut faire très, très attention parce que selon certains États, l'imposition a lieu au lieu de domicile de l'héritier, contrairement à ce qu'on disait tout à l'heure. Le cas le plus flagrant, c'est celui de la succession d'une personne qui est domiciliée en Suisse, mais qui laisse des héritiers, par exemple, en France. Ces héritiers domiciliés en France sont imposés en France à un taux qui peut être quasiment prohibitif. Donc, il faut toujours avoir ça à l'esprit. Dernier principe en matière d'imposition, l'imposition, elle est d'autant plus lourde que les liens de parenté sont larges. En d'autres termes, plus les liens de parenté sont proches, moins l'impôt est élevé. En matière de droit de succession, la plupart des cantons exonèrent les attributions successorales en ligne directe et le conjoint. Ce principe connaît aussi des exceptions, en particulier le canton de Vaud perçoit des droits de succession en ligne directe à partir d'un certain montant et selon un taux croissant. Dans le canton de Fribourg, dans le canton du Valais, je crois dans le canton de Genève également, on n'a pas d'impôt pour les conjoints et les descendants. En revanche, dès qu'on est en ligne collatérale, c'est-à-dire les frères et sœurs, ou plus loin, on a des impôts, y compris, et là il faut faire attention, en faveur du concubin. Donc si on envisage de faire profiter son concubin de sa succession,
il faut voir quel est le traitement fiscal de cette affaire et le concubin est imposé différemment selon les cantons. Dans le canton de Fribourg, par exemple, si on a un domicile fiscal commun, donc la même adresse fiscale pendant plus de 10 ans, la succession est imposée en gros autour des 16%. En revanche, si cette condition n'est pas remplie, le taux d'imposition il est plus proche de 38% que de 16%. Donc, ça vient vite quelque chose d'assez onéreux. Il faut faire attention. Peut-être qu'il faut se marier. Mais ça, c'est une question aussi d'opportunité, naturellement, avec d'autres conséquences que des conséquences simplement fiscales. J'en viens à quelques réflexions ici sur les données numériques. De quoi il s'agit? Il s'agit de savoir quel est le sort des données précisément qui concernent tout un chacun en cas de décès. Et là, on a deux sortes de données qui obéissent à un régime différent. Les premières sont des données à valeur patrimoniale, c'est-à-dire qui ont une valeur qui est une valeur marchande et qui doit entrer en ligne de compte. En principe, ces données sont soumises aux règles ordinaires, elles entrent dans la masse successorale au même titre que n'importe quel autre actif. On voit ici, par exemple, j'ai mis des comptes en Bitcoin, des crypto-monnaies. Les cryptos, c'est vraiment des données numériques à valeur patrimoniale. Le support ici n'a en principe pas de véritable valeur, la tablette, l'ordinateur. En revanche, les crypto-monnaies, elles, peuvent avoir une valeur considérable. Ça pourra être un compte PayPal, ça va être des films achetés sur YouTube, etc. Ça, c'est des données patrimoniales, numériques à valeur patrimoniale, qui, encore une fois, rentrent en principe dans la masse successorale et profitent aux héritiers. À cela, on oppose les données personnelles qui, elles, en principe, ne passent pas aux héritiers, mais qui bénéficient de la protection de la personnalité et de la protection des données. On pense par exemple à un compte Facebook, on pense à la boîte email, etc. Et ces données, en principe, encore une fois, s'éteignent au décès. La question qui se pose ici est celle notamment de l'accès aux données numériques. Qui c'est qui peut accéder à ces données numériques, respectivement, qui c'est qui peut être tenu de renseigner les héritiers sur ces valeurs, respectivement ces données. La loi contient une règle générale qui est celle du droit à l'information entre les héritiers tout d'abord. Ces règles 607 alinéa 3 et 610 alinéa 2 CC ne s'appliquent pas spécifiquement aux données numériques. On n'a en réalité pas du tout dans notre droit positif, on n'a pas du tout de règles qui définissent le sort des données numériques en cas de décès ou de succession, sauf, on le verra tout à l'heure, à propos de la loi sur la protection des données. Donc ici, les héritiers doivent se renseigner mutuellement et fournir les informations, notamment sur l'importance des crypto-monnaies, sur l'importance d'avoir sous forme numérique. Les tiers, c'est-à-dire les tiers, peuvent être tenus aussi de fournir certaines informations aux héritiers pour autant qu'il s'agisse de valeurs patrimoniales, mais la question est controversée puisque l'on n'a pas de base légale claire. La doctrine admet généralement, on n'a pas d'arrêt à ma connaissance, qu'on peut appliquer ici les principes selon lesquels les tiers peuvent être tenus de renseigner les héritiers en fonction de prétentions contractuelles, c'est-à-dire dans le prolongement du contrat de mandat qui avait été passé avec le défunt ou de simples prétentions, entre guillemets, prétentions successorales. On appliquerait les mêmes règles que tout à l'heure, mais à l'égard des tiers.
Ces droits à l'information en ce qui concerne les données personnelles, cette fois, sont différents et on retrouve ici cet article 1 alinéa 7 de l'ordonnance sur la loi sur la protection des données, dont je vous indique ici le contenu. La consultation des données d'une personne décédée est accordée lorsque le requérant justifie d'un intérêt à la consultation et qu'aucun intérêt prépondérant de proche de la personne décédée ou de tiers ne s'y oppose. Un intérêt est établi en cas de proche parenté ou de mariage avec la personne décédée. Le sort de ces biens en cas de décès diffère selon la nature des données en question. Pour ce qui est des données à valeur patrimoniale, dans ce cas, on l'a vu, ça passe aux héritiers, mais il faut aussi regarder les conditions générales des contrats passés avec les fournisseurs de ces données. Et ces conditions générales peuvent être variables et doivent être effectivement prises en compte. En l'absence de réglementation, on peut avoir un certain nombre de difficultés, d'où le fait de suggérer, si ce n'est une solution, du moins quelques recommandations. Tout d'abord, en prévoyant ou en suggérant que le défunt, on appelle découillus dans le langage juridique, règle le sort de ses données personnelles par des dispositions pour cause de mort et notamment désigne un exécuteur testamentaire de gérer ces données ou de procéder à leur transfert. Dans ce sens, il peut être judicieux de lister les données numériques ou les contrats relatifs et d'indiquer comment ceux-ci peuvent être transférés aux ayants droit, notamment en indiquant quels sont les codes d'accès de ces données. Et là, il faut, par exemple, en relation avec les crypto-monnaies, faire extrêmement attention au fait que les héritiers doivent disposer des identifiants ou d'un code de récupération, faute de quoi ces données pourraient être définitivement perdues et que si effectivement on n'a pas communiqué aux héritiers ou aux ayants droit ces informations-là, personne ne pourra éventuellement y avoir accès. Donc il faut être très attentif. Je pense qu'avec des banques telles que Swissquote, ça devrait fonctionner, mais avec d'autres fournisseurs, ce n'est pas certain que ça marche. Le fait de communiquer, par exemple, entre vifs à un de ses proches, les codes d'accès en disant, voilà, j'ai un compte en crypto-monnaie. Si des fois il m'arrive quelque chose, on peut accéder à ces comptes de telle et telle façon, ne veut pas encore dire qu'on donne ces montants à la personne en question. Ça veut dire simplement qu'on lui permet d'accéder à ces comptes dans l'intérêt des héritiers. Les données peuvent être transférées avec l'accord du prestataire de service ou indépendamment de son accord. On peut imaginer tout d'abord des copies sur un support matériel, une clé USB par exemple, et puis là, ça devient des données dont on a tout de suite la maîtrise, mais sinon, et ce qui est le plus fréquent, c'est effectivement la communication des codes d'accès. Là, il faut aussi voir certains contrats limite la possibilité de pouvoir faire bénéficier d'un code d'accès et on se retrouverait dans une situation où, au décès, le bénéficiaire, selon les conditions générales, pourrait se trouver dans certaines difficultés à obtenir ces informations. Donc un domaine encore très controversé, un domaine qui est loin d'être sûr, un domaine où l'on attend une réglementation, mais pour le moment, le Conseil fédéral n'a pas décidé de traiter de cette question dans notre législation. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire dans le temps imparti, je crois. C'est volontiers que j'essaierai de répondre à vos questions. Merci beaucoup de toutes ces informations
et tous ces détails. Peut-être juste une question concernant cette succession numérique. Est-ce que si quelqu'un demande conseil à un notaire ou un avocat pour des questions de succession, est-ce que ce thème est automatiquement mentionné ou est-ce que c'est encore trop tôt, disons, est-ce que tout n'est pas assez clair pour que ce soit systématiquement intégré Bon, la dans... question doit être discutée. Euh, En principe, les gens, je dirais, prennent les devants, hein, surtout Mhm. lorsque ça présente un certain intérêt pour eux. Je pense à des données numériques, les crypto-monnaies, par exemple, celui qui a un lourd portefeuille de données en crypto a tout intérêt à ce que ça soit réglé. Maintenant, c'est rare, je dois le dire, effectivement, en tout cas dans la pratique, que quelqu'un s'inquiète de ce qui va se passer avec ses données Facebook, par exemple, ou les autres données sur les réseaux sociaux. En revanche, pour la question des mails, là, la question peut se poser aussi. Il faut voir, encore une fois, les contrats qui sont passés avec les prestataires de services. Il y a un article important qui a apparu ici sur ces questions qui s'appelle Succession numérique. C'est le professeur Hagenmann, qui est donc également titulaire, professeur titulaire à l'Université de Fribourg avec moi, qui l'a publié l'année passée ou cette année, et qui s'appelle Succession numérique. Ça, je pourrais vous envoyer la référence D'accord. directement par mail. Mhm. Très bien. Puis comme ça, on pourra le publier sur notre site web aussi, si jamais. Oui, volontiers. Peut-être encore une autre question. Vous avez parlé de la nouvelle loi qui est entrée en vigueur le 1er janvier de cette année. Est-ce que si quelqu'un a fait un testament avant cette période ou a réglé sa succession avant ce délai, est-ce que maintenant il faut entreprendre quelque chose? Oui, c'est une question importante et je vous remercie de la poser. C'est une question en réalité d'interprétation. Et là, il faut distinguer plusieurs situations. On peut imaginer déjà que c'était le cas quand on a enfin, entrevu cette modification légale ou entre la période du 18 décembre 2020 et du 1er janvier 2023, on a anticipé les choses. Et là, il arrivait, en tout cas, c'est un peu la règle, je dirais, dans les recommandations qu'on pouvait émettre, d'emblée dire que si on réduit, par exemple, un enfant à sa réserve, si on attribue la quotité disponible à son conjoint ou à une autre personne, on indique que cette réserve, respectant la quotité disponible, sera celle qui prévaudra au moment de l'ouverture de la succession. Mhm. C'est la solution la plus simple, la plus propre en quelque sorte. Elle ne pose pas de difficultés parce qu'elle était déjà envisagée. Si on ne l'a pas fait, et qu'on a simplement mis que j'attribue la quotité disponible à telle ou telle personne, que c'était avant le 1er janvier 2023, la doctrine admet généralement que c'est la nouvelle règle qui s'applique. On a eu ce même problème en 1988 quand il y a eu l'adoption du nouveau droit successoral. Et c'était exactement dans les mêmes conditions où le droit ancien, avant l'entrée en vigueur aussi du nouveau droit matrimonial, prévoyait que le conjoint survivant avait une autre part. Et là, la doctrine était quasiment unanime à reconnaître qu'on appliquait les nouvelles règles quand bien même les dispositions auraient été prises préalablement. Donc, pour répondre à votre question, en principe, il n'y a rien à faire. On appliquera le nouveau droit, même si les dispositions pour cause de mort sont antérieures à celui-ci. Mais de toute façon, c'est ce que vous recommandez aussi, c'est de revoir régulièrement les dispositions qu'on a faites puisque la situation de vie peut changer. Donc, Oui, en tout cas, c'est bien, et vous avez tout à fait raison. Pour les testaments en question, qu'on peut modifier librement, mhm, je pense que ça vaut la peine qu'on ait en tout cas l'esprit, hein, mhm. de les revoir ou de les faire vérifier à échéance régulière, par exemple tous les 10 ans, hein, adapté à la situation, c'est toujours bien. Pour les pactes successoraux, ça peut se justifier aussi, étant entendu que les dispositions prennent alors suppose, les modifications supposent l'accord des deux parties. Et pour illustrer ce propos, on peut
vous savez peut-être qu'il est possible de pouvoir grever sa succession d'un usufruit. Donc, si vous avez une personne qui a 40 ans et qui prévoit un usufruit qu'on peut imposer aux descendants communs, un usufruit de toute la succession, en lieu et place de la propriété, cet usufruit a une grande valeur alors qu'on a 40 ans. Mais si on refait l'examen et puis que 30 ans plus tard, on a cette même disposition, finalement, l'usufruit vaudra beaucoup moins que la part légale. Donc, si on veut favoriser le survivant, il faudra revoir et trouver un autre moyen, supprimer donc l'usufruit et favoriser par une autre voie le survivant. Et là, on voit tout à fait bien. C'est aussi le cas si tout à coup, bon, il y a des séparations, mais vous avez le décès d'un enfant, malheureusement, ou le décès d'une personne que vous aviez gratifiée. Ça vaut effectivement la peine de refaire l'exercice et de rediscuter. Après, vous arriverez assez naturellement à la question des frais. Donc, les frais pour la confection d'un testament ou d'un pacte successoral, respectivement pour la modification de ces dispositions. Les tarifs sont fixés par les cantons, je pense aux tarifs notaires, ils sont fixés par les cantons, mais je dois le dire et je crois pouvoir l'affirmer que tous les cantons ont aménagé un tarif qui présente un certain caractère social. L'idée, c'est qu'on doit vraiment permettre à tout le monde de pouvoir accéder au service des notaires, que ça ne doit pas être prohibitif, ça ne doit pas être une retenue. Et je suis tout à fait persuadé, profondément et intimement, que si une personne se trouve dans le besoin, qu'elle veut néanmoins faire des dispositions pour cause de mort, je pense par exemple à attribuer un bien d'affection à quelqu'un parce qu'elle n'a pas sinon de bien, elle peut le faire à des conditions financières qui ne sont pas prohibitives, qui ne l'empêchent pas de le faire. Et c'est aussi pour ça qu'on reçoit, enfin qu'on est des officiers publics. Dans un cas normal, je pense que si vous comptez, mais je ne veux pas lier mes confrères, si vous comptez une conférence, c'est-à-dire une discussion à l'occasion de laquelle vous prenez connaissance de ce que les gens veulent, vous donnez les explications qu'on a dites tout à l'heure, cette adéquation, ce manque d'adéquation à la solution légale, que vous rédigez et instrumentez ensuite le testament ou le pacte, on devrait vraisemblablement s'en sortir, entre guillemets, avec un montant qui ne doit pas excéder 1000 francs. Je pense pas. J'ouvre encore ici une parenthèse qui peut-être est importante. On a, quand on parle de testament, vous avez vu, on en a parlé de la forme, on a 3 formes de testament. Testament holographe, testament public, testament oral. Testament oral, c'est plutôt rare. Testament holographe, c'est celui qui est entièrement écrit, daté de la main du disposant. Il n'y a pas besoin du notaire. On peut le faire soi-même. C'est l'idée du législateur de faciliter la confection de ces testaments. Mais il faut faire très attention à ce qu'on y met. Et ce n'était pas plus tard qu'hier où on m'a présenté des testaments d'une personne qui avait une certaine fortune, même une fortune certaine, qui, pour une raison que j'ignore, a fait des testaments holographes qui finalement étaient complètement déficients et du point de vue de leur contenu, de leur forme également, et finalement vous créez les problèmes plutôt que vous les résolvez. Donc, je pense sans vouloir faire encore une fois de la publicité pour notre profession, mais on est aussi formé pour ça, c'est ce qu'on sait faire. Je pense que ça vaut la peine ici de consulter le notaire et de lui poser la question, de savoir à combien se montreront que se montrera sa note pour éviter ces difficultés. On peut créer par un mauvais testament des dissensions durables dans une famille, comme on peut aussi régler ces dissensions en travaillant correctement.
crois que c'est un très beau mot de la fin. Merci beaucoup pour cet encouragement aussi, pour aller vraiment voir un notaire ou discuter avec quelqu'un, parce que même en écoutant votre exposant, c'est compliqué. Donc, il vaut mieux avoir un expert qui est à votre côté. Merci mille fois, Monsieur Moser, de cet exposé et de ces explications. Nous avons un guide testamentaire que vous pouvez commander soit dans notre boutique en ligne, soit par email, soit en scannant directement le code QR que vous trouvez sur cette page, et nous vous l'envoyons très volontiers par la poste. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter à la Ligue suisse contre le rhumatisme, ou contacter Lorena Djarka, la directrice de la Ligue valaisanne, si vous voulez particulièrement soutenir ou respecter la Ligue valaisanne dans votre succession. Et nous vous remercions infiniment, Monsieur Moser, pour votre exposé. Merci à nos participants et à bientôt. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci.